almost everyone at DECIEM has been involved in a major criminal activity for more than 13 years. I've been made fun of as a porn actor and as a fucking drug dealer and everything for 13 years. It's all ending now. Ça, c'est Brandon Truax, l'homme derrière la marque de cosmétiques la plus populaire de notre décennie, The Ordinary. One of the fastest growing and most disruptive skincare companies in the world. Deux sérums de chez The Ordinary dont je ne peux pas me passer. Dans cette vidéo, il accuse tous ses employés de pratiques criminelles et annonce la fermeture soudaine de son entreprise sur les réseaux publics de sa marque. Ce, sans avoir consulté qui que ce soit, ni ses employés, ni ses associés qui incluent accessoirement le géant Estée Lauder, concurrente directe de L'Oréal. Mais ça, ce n'est pas la seule frasque de Brandon. Entre les images de chèvres mortes ou les vidéos incohérentes postées sur Instagram, les accusations racistes, les querelles publiques avec les clients, vous avez là la formule parfaite pour assassiner n'importe quelle entreprise. Problème, tenter d'assassiner une entreprise évaluée à plus de 2,2 milliards de dollars, ça laisse des traces. Guerre des clans et tollé médiatique ne sont qu'une infime partie de la descente aux enfers de The Ordinary. Comment une marque au succès si fulgurant s'en est retrouvée à être complètement sabotée par son propre créateur et quelles en ont réellement été les conséquences? Pour comprendre la descente aux enfers de The Ordinary, il faut déjà comprendre sa genèse, mais surtout se plonger dans la psychologie de son créateur. Brandon Truax est un Canadien né en Iran et selon ses proches, c'est un geek excentrique, une boule d'énergie qui a 1000 idées dans la tête. Il adore les ordinateurs, la technologie, donc il se retrouve après ses études à travailler comme informaticien pour des fabricants de produits cosmétiques. Et c'est là qu'il se rend compte que l'industrie de la beauté... c'est une grosse arnaque en fait. Il est complètement horrifié par le système qu'il va découvrir. Des marges déraisonnables. Un produit coûte même pas 2 $ à fabriquer, on vous le vend à 150. Des produits créés selon l'expérience sensorielle qu'on veut offrir et non en fonction des résultats effectifs qu'ils peuvent apporter aux gens. Mais le pire pour Brandon, c'est le manque de transparence de toutes ces marques. When people say, oh, this be-all and end-all derivative from the moon is going to do this and it's going to have that, but actually it really is just a basic moisturizer. Brandon décide alors de créer sa propre marque avec la vision qu'il a, lui, de ce que devrait être l'industrie cosmétique. Mais il va pas se lancer dans cette aventure tout seul. Il embarque avec lui sa meilleure amie, Nicola Kilner. Retenez bien ce nom, il va revenir plusieurs fois dans la vidéo et dans des circonstances déterminantes. Nicola Kilner, c'est une jeune Anglaise de bonne famille, sage, orthodoxe, le contraire de Brandon. Au moment où elle le rencontre, elle travaille comme acheteuse chez Boots. C'est un détaillant de produits cosmétiques et aussi une chaîne de pharmacie au Royaume-Uni. Donc, elle a quand même une certaine expérience du milieu. Mais surtout, elle fait vraiment confiance à Brandon parce que dès le départ, son projet est très atypique. Prenez une personne lambda qui veut créer sa marque de cosmétiques en partant de zéro. Le moyen le plus simple, c'est la sous-traitance. Passer par un laboratoire qui va se charger de créer les formules des produits, les fabriquer, leur coller de jolies étiquettes et vous les livrer tout prêt à vendre. C'est le meilleur moyen de limiter son investissement de départ et de bénéficier de l'expérience de ceux dont c'est le métier. Mais pour Brandon Truax, cette option n'est même pas envisageable. Déjà, avec ce qu'il a vu de l'industrie, il est hors de question de bosser avec qui que ce soit du milieu, mais également, il est persuadé que la seule façon de concrétiser parfaitement la vision qu'il a et de garder le contrôle sur son projet, c'est de posséder ses propres infrastructures, son propre laboratoire de recherche, son usine de fabrication, absolument tout doit être internalisé. Problème, posséder ses propres infrastructures, ça a un coût très difficile à supporter pour une marque en naissance. Alors Brandon se dit, bon, si j'ai une marque, mon coût de fabrication va juste exploser au plafond parce que je vais employer des moyens très onéreux pour au final créer peu de produits. Mais si j'ai plein de marques, je pourrais alors répartir mes coûts sur plus de produits et ainsi garder un système de marge plus raisonnable. Brandon et Nicolas décident de lancer non pas une marque, mais 10. 10 marques de cosmétiques d'un coup. C'est extrêmement rare comme façon de procéder. C'est même du jamais vu parce que la charge de travail est surhumaine et ça défie tous les principes du « il faut se concentrer sur une chose à la fois pour réussir en entrepreneuriat ».
Mais c'est Brandon. Chacune des 10 marques va être centrée sur ce que Brandon appelle la beauté fonctionnelle. Des produits exclusivement créés avec des ingrédients scientifiquement prouvés comme efficaces et en retirant tout élément inutile. Il nomme ce groupe de marques Deciem en référence au mot latin decima qui signifie 10. Le lancement se fait en 2013 et déjà, c'est un succès. À peine un an après sa création, le groupe rapporte déjà 50 millions de chiffres d'affaires. Et si vous pensez que ça, c'est excellent, asseyez-vous parce que c'est une cacahuète à côté du phénomène qui va suivre. I hardly ever write reviews, but this stuff is my holy grail. Le commun des mortels se serait arrêté aux 10 marques de Deciem, parce que déjà la référence était 10, mais l'entreprise tourne bien. Mais pour Brandon, qui a 1000 idées à la minute, c'est juste pas possible de s'arrêter. Et surtout, malgré tous ses travaux, la frustration du manque de transparence dans l'industrie cosmétique demeure. You know, we took inspiration from the world of pharmacy. No one can sell you paracetamol for £100 because you know the ingredient, you know the milligram. The trust is there because the transparency has been in that industry. That didn't exist in the world of skincare. Parmi les marques de Deciem qui marchent le mieux, on compte Niod. C'est une marque skincare qui utilise une technologie très chère, ce qui se répercute évidemment sur les prix de vente des produits. Sauf que Brandon et Nicolas sont bien décidés à se lancer un nouveau pari fou, rendre la science et l'efficacité de leurs produits accessibles à tous et briser le mythe qui règne dans l'industrie cosmétique, comme quoi tarif élevé rime forcément avec meilleure qualité. C'est comme ça qu'à la fin de l'année 2016, il lance la 11e marque de Deciem, toujours avec des produits très chargés en actifs, efficaces, mais aussi abordables, accessibles à tous, The Ordinary. The minute it launched, we couldn't keep it in stock. À la sortie de The Ordinary, c'est la folie. L'entreprise passe à 8 millions de ventes avec la marque seule, alors qu'ils en faisaient 2 millions avec Deciem dans son ensemble. Le plus fou, c'est que le marketing déployé est assez basique. Il n'y a pas de célébrité en égérie de marque. Le packaging donne l'air d'un collier prescrit par votre médecin. Tout est très brut, très différent des fantaisies dont on a l'habitude en cosmétique. Et c'est justement ce qui attire, parce que ça envoie un message d'authenticité, de va à l'essentiel et d'efficacité. Mais le véritable génie dans le marketing de The Ordinary, c'est de dire aux gens: ça fait des années que les grandes marques vous roulent dans la farine. Vous payez trop cher pour des produits qui n'ont même pas été créés avec l'intention d'être efficaces. Et les gens qui vous arnaquent savent très bien qu'il existe une autre façon de faire. C'est le même message que va porter Xavier Niel dans l'industrie des télécommunications et qui va faire exploser Free. Avec sa célèbre phrase « Si vous payez plus de 19,99 € votre abonnement, vous êtes un pigeon ». Pareil pour Michel et Augustin qui ont longtemps protesté contre le manque de transparence de l'industrie agroalimentaire. Le succès de toutes ces entreprises réside dans le fait qu'elles se sont érigées en Robin des Bois, sauveurs du peuple, avec une façon de faire différente des géants de l'industrie. La demande pour les produits The Ordinary est tellement énorme que l'entreprise n'arrive pas à suivre. Ça devient urgent d'aller chercher des fonds juste pour assurer un niveau de stock suffisant. C'est comme ça que seulement 3 mois après le lancement de The Ordinary, Brandon et Nicolas vont à la rencontre de 7 hommes en personne. Leonard Lauder, le fils d'Esther Lauder, fondatrice d'un des leaders mondiaux actuels de la cosmétique, Estée Lauder. Leonard va complètement tombé amoureux de l'énergie et de la créativité de Brandon et il accepte d'investir dans The Ordinary après seulement 30 minutes de rendez-vous. Le deal sera signé 8 semaines après leur première rencontre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces données sont hallucinantes. Pour vous donner un ordre d'idée, Apple va avoir sa première opération de financement de cette envergure seulement 4 ans après sa création. Seulement. Et en moyenne, rien que la phase de négociation entre une start-up et un investisseur peut durer plusieurs mois. 1 an après la création de The Ordinary, dire que l'entreprise est un succès est un euphémisme. Pourtant, c'est précisément à partir de cette période que tout va basculer. And then I remember getting this call from Brandon saying, you know, you need to go straight to the airport, turn your phone off, turn your emails. I could just sense it was an entirely different person I was speaking to. I cried the entire way
because I knew something really bad was happening. Début 2018, Brandon publie une courte vidéo dans laquelle il annonce qu'il prendra personnellement les rênes des réseaux sociaux de DCM. Il va faire les posts lui-même dans une optique de se rapprocher de la communauté et d'être toujours plus transparent sur le fonctionnement de son entreprise. Et sur le papier, c'est une super idée. Surtout pour une boîte de cette envergure, on aime les fondateurs qui sont proches de leur communauté. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? President Donald Trump. DT is the perfect initials because Davut Trinder was the one that was really fooling me until Wolfond arrived. But, you actually did arrive late for tea. Because... Et Brandon n'a pas fait que de publier des vidéos de lui en train de cracher dans son appartement en s'adressant à Donald Trump. Vous êtes prêts? Le 4 février 2018, Brandon tombe sur la carcasse d'une chèvre dans un champ et il se dit « Tiens, quelle bonne idée de contenu !» Il poste la photo sur Instagram et en légende, il supplie les internautes de ne pas maltraiter les animaux, que DCM ne fera jamais de tests sur animaux. Sur la photo, vous voyez que même la chèvre est étonnée parce que si ça se trouve, elle est juste morte de mort naturelle, personne ne l'a maltraitée. Mais bon, lors d'un voyage au Maroc, Brandon publie pas moins de 7 photos de piles d'ordures. Il indique en légende qu'il souhaite éliminer tout le plastique des produits DCM et dans le même post, il va mettre fin au contrat avec leur fournisseur de packaging en mentionnant leur nom et même le nom de son correspondant, Peter. Peter à qui il propose du coup un poste chez DCM et la relocalisation de toute sa famille au Canada. Toujours dans la même publication Instagram et sans en parler au préalable aux fournisseurs en interne, sans préavis, sans rien. Instagram est désormais le Gmail privé de Brandon. Mais pour moi, l'une des pires frasques de Brandon reste l'affaire Esho. Le docteur Esho est un médecin esthétique britannique très connu pour ses travaux révolutionnaires et alternatifs à la chirurgie esthétique. En septembre 2017, DCM et Dr Esho ont annoncé leur collaboration. Ils ont lancé leur marque de soins des lèvres qui exagère le volume de la lèvre en jouant sur l'hydratation de celle-ci et en alternative aux injections. Déjà, si vous connaissez les deux parties de cette collaboration, la popularité et la conviction de chacune pour la science et pour l'intégrité, vous serez d'accord que l'idée même d'un partenariat est extrêmement intéressante, autant que les produits qui sont proposés. C'est donc tout naturellement que la marque rencontre un franc succès jusqu'à ce que Brandon rouvre son appli Instagram 5 mois après le lancement et met fin à la collaboration et fin à la marque. Et c'est déjà assez grave qu'il n'ait pas pris le temps de prévenir son collaborateur Dr Esho, ni aucun membre de l'équipe d'ailleurs, mais bon ça, avec Brandon maintenant on a l'habitude. Le pire, c'est ce qu'il va dire. Les formules étaient bâclées et presque tout le monde les détestait. Nous devons te dire au revoir parce que nous sommes trop occupés pour aimer ta marque suffisamment. À notre aimable clientèle qui a acheté et détesté les produits du Dr Esho, pardonnez-moi. À ceux qui l'ont aimé, pardonnez-moi. Wesh. Comment une entreprise peut dire au grand public qu'en interne, ils ont détesté les formules et qu'ils n'ont pas le temps de bosser sur la marque? Le docteur Esho dit que, lorsqu'il a vu le post, il était au restaurant et il a juste pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'il faut le dire, pour lui, c'était plus qu'une marque. Il dira à Brandon qu'il se sentait d'une certaine responsabilité parce que il y a combien d'hommes noirs qui lancent leur marque de cosmétiques et rencontrent un tel succès? Parce que oui, c'était un vrai succès, les produits étaient vraiment appréciés et ils allaient même en rupture de stock. Personne ne sait de quoi parle Brandon. Le docteur Esho était un exemple et une source d'inspiration pour toute une communauté. Et Brandon, sous son impulsivité et son attitude incompréhensible, met fin à tout ça, sans raison valable. À ce stade, tout le monde se demande si le compte de DCM n'est pas juste hacké, franchement. Mais c'est bien Brandon qui apparaît dans toutes ces vidéos, qu'on voit sur toutes ces photos, et il dira lui-même que oui, c'est bien lui qui poste. Voilà, pour détruire le moindre doute, la moindre lueur d'explication logique. Les abonnés qui demandent des explications en commentaire sont soit bloqués, soit leur commentaire est supprimé, ou alors ils reçoivent une réponse odieuse de Brandon. Une abonnée va simplement écrire « Brandon, est-ce que tu vas bien ?» Et il va lui répondre « Moi ça va, mais toi t'as pas l'air bien. S'il te plaît, achète le modulating glucoside à sa sortie. » Mais lorsque les abonnés recherchent le produit en question, ils voient que c'est un éclaircissant. Et malheur,
l'abonné qui posait la question à Brandon était une femme noire. Il n'en faut pas plus pour tomber dans une polémique raciste. Et même si DCM va ensuite démentir les effets blanchissants de son produit et revoir toute sa com, la gaffe est déjà faite. Plusieurs personnes vont se filmer en train de brûler les produits The Ordinary dans leur poubelle en signe de protestation contre la marque. En un seul mois de gestion par Brandon, le compte de DCM va perdre plus de 5000 followers. Les médias se délectent du drama gratuit. Mais si c'est autant la pagaille sur Internet, vous imaginez juste ce que c'est en interne. The Ordinary et DCM comptent alors 800 employés. 800 employés qui voient leur leader faire ça sur Internet et surtout qui le côtoient. Plusieurs personnes se plaignent du management de Brandon, posent leur démission et décrivent leur environnement de travail sur Reddit. Ils décrivent un fonctionnement interne qui n'a pas de sens, un Brandon agressif, verbalement et physiquement. On l'aurait vu pincer le ventre d'un employé. On l'accuse même de harcèlement. Le souci, c'est que là, on peut évidemment pas savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il n'y a pas de preuves, c'est parole contre parole. Et les commentaires sont anonymes. Mais Brandon a déjà la réputation d'être excessif. Nicola Kilner dira elle-même que particulièrement à cette période, Brandon se met beaucoup en colère. Il hurle, puis il pleure. Il est juste effrayant, selon ses propres termes. Donc, ce ne serait pas déconnant d'imaginer que certains employés aient pu avoir de très mauvaises expériences au sein de DCM. Mais dans cette histoire, il n'y a pas que les employés de DCM, les abonnés ou les médias. Il y a aussi des organisations très sérieuses qui ont une image très sérieuse et surtout qui ont investi beaucoup d'argent dans cette affaire. Argent qu'ils n'aiment pas perdre. Estée Lauder. À l'époque, ils sont encore actionnaires minoritaires de DCM. Ils n'ont pas les pleins pouvoirs non plus et ils n'ont pas grand intérêt à se fâcher avec DCM. Le but, c'est pas de perdre leur investissement ou de gâcher la relation qu'ils ont avec l'équipe. Donc, ils n'interviennent pas franchement pour régler la situation, mais devant tous ces scandales, quand même, ils se posent un peu des questions. Ils appellent Nicola Kilner, ils lui disent « Ouais, franchement, vous vivez une mauvaise passe. Ouais, c'est sûr. Franchement, on compatit, c'est dur, etc. » Mais sinon, Brandon, il n'y a personne pour lui couper la connexion Internet. Comment ça se passe? Et honnêtement, à ce stade de l'histoire, moi-même, je me pose la question, et peut-être que vous aussi. 800 employés et personne pour regarder Brandon dans les yeux et lui dire « Arrête tes conneries, supprime Instagram ». I did challenge him, and what happened when I challenged him was I got a meanest response around how I just don't understand him of all the people I should understand. Gaslighting. À la fin de la journée, Brandon est le patron et il renvoie sans modération tous ceux qui tentent de le raisonner et il va très vite démontrer qu'il n'a peur de personne et qu'il n'a aucune limite. La nouvelle tombe en septembre 2018. Nicola Kilner, meilleur ami, acolyte de Brandon et CEO de DCM, est renvoyée. Ce, peu de temps après qu'elle ait exprimé son désaccord total avec le fait de supprimer la marque du Dr Esho. La personne ayant le plus de pouvoir après Brandon et la seule capable de le canaliser n'est plus. Ça affole tous les partenaires et ils ont bien raison parce que c'est effectivement à partir de là que le point de non-retour va être atteint. Hi everyone, I'm Brandon Truax, founder of DCM. This is the final post of DCM, which we will shut down all operations until further notice. Juste un mois après le renvoi de Nicolas, Brandon poste la vidéo de trop. De la même façon qu'il avait mis fin à la marque du Dr Esho, il annonce l'arrêt définitif des activités de DCM. Il accuse les employés et les actionnaires d'activités criminelles graves et dit qu'on l'a traité d'acteur porno. Je sais pas d'où ça vient. Il enverra dans la foulée un mail, il se souvient qu'il a un mail, à ses employés leur ordonnant de fermer toutes les boutiques de DCM. Il s'exécute, c'est le patron. Mais il faut comprendre que The Ordinary, à cette époque, vaut plus de 100 millions de dollars. La fermeture des boutiques, même pour quelques jours, est un risque de perdre des millions. Et vous vous rappelez les investisseurs qui n'aiment pas perdre leur argent? Estée Lauder n'a plus la patience d'essayer de comprendre Brandon ou de laisser son équipe décisionnaire gérer les choses à leur manière. Équipe décisionnaire qui n'existe d'ailleurs plus au moment où on parle puisque Brandon a viré tout le monde. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le groupe Estée Lauder intente un procès contre DCM et ordonne la démission de Brandon.
requête qui va leur être accordée en plus d'une ordonnance d'éloignement des bureaux d'Estée Lauder et de Léonard Lauder. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais Brandon a aussi envoyé une longue liste d'emails jugés émotifs à leurs actionnaires et ça ne leur a pas plu. À la suite de ces événements, Nicolas Kilner est replacé comme CEO de DCM. Et si enfin une lueur d'espoir de retour à la normale se dessine, une question subsiste. Qu'est-ce qui vient de se passer? He's getting attention and people will remember him, and one of the biggest challenges in marketing is to sort of get noticed. Avant cette fameuse année 2018, Brandon était décrit par tous comme exubérant, certes, mais tout de même gentil, sympathique. Comment a-t-il pu se transformer du jour au lendemain en monstre grossier et odieux qui insulte ses abonnés sur Instagram et renvoie ses amis? Tout le monde spécule et une théorie quelque peu étonnante se dessine. Pour un expert, c'est juste la stratégie marketing du siècle et Brandon a trouvé la meilleure façon de se mettre en scène pour attirer le regard sur sa marque. Et ce qui est ouf, c'est que Brandon lui-même a déjà été interrogé sur ses agissements étranges. Et c'est vrai que sa réponse est quelque peu suspicieuse. Some of these posts, you were saying they're out to get me. People, I'm in trouble. I need help. Yeah, but in some of the posts I said I'm CIA, and at the post before that I said we're making a movie. So those people should just basically, if they don't drink alcohol, they should just order a shot of, Don Julio and relax. We're a beauty business. If I was unsafe, I wouldn't go on Instagram and say, please come and save me. En gros, il sait très bien ce qu'il fait et tout est spectacle. L'hypothèse du coup marketing est corroborée par le fait que quand on fait le bilan des agissements de Brandon, certes, l'image de marque n'est pas le plus au beau fixe, mais étonnamment, les ventes sautent au plafond. Mine de rien, un chef d'entreprise qui poste des vidéos délirantes sur Internet, ça attire l'attention. Et pour ceux qui sont déjà adeptes des produits, tout ce qu'ils se disent, c'est « Oula, cette marque est en train de partir en cacahuète, vas-y, je fais mon stock avant que tout s'arrête. » Shoppers were really buying I'm going to buy 5 bottles of my favorite product because what if it goes under? Mais si cette théorie est juste et que tout n'est que coup de pub, comment expliquer le changement d'attitude de Brandon aussi avec ses proches? Ça aurait suffi de juste faire des vidéos bizarres. Pourquoi renvoyer des gens et prendre des décisions business irrationnelles? Eh bien, la vraie raison du changement de Brandon est peut-être mieux appréhendée par les personnes qui l'ont côtoyé. I think he'd been reading a lot around psychedelics and kind of how to access different parts of your brain, and I think he experimented a lot during that break. Ma théorie à moi, c'est que c'est pas juste une histoire de drogue, ça va plus loin que ça. Brandon pouvait sembler très ouvert et extravagant, il était en réalité très mystérieux, ne parlait jamais de sa vie personnelle. Même à Nicolas, il n'a jamais mentionné le fait d'avoir un conjoint depuis plusieurs années et de ne pas être à l'aise avec lui-même. On peut imaginer que ses expériences avec les champignons notamment ont fait remonter à la surface des émotions enfouies qu'il n'était pas du tout prêt à gérer et que tout a explosé. Brandon se sera quand même fait interner 5 fois entre l'Europe et l'Amérique sans que personne ne sache jamais comment véritablement l'aider. Brandon Truax, at 40 years old, we have 2 sources now confirming that he died. Ouais, c'est ça la fin. Brandon est retrouvé mort à l'âge de 40 ans. Il serait tombé de son appartement. Les circonstances de sa mort sont aussi mystérieuses que ses derniers agissements de son vivant. Ses proches rejettent fermement la thèse du suicide parce que, connaissant Brandon et son amour du spectacle, il serait jamais parti sans au moins laisser un mot. Si aujourd'hui The Ordinary continue de battre tous les records en termes de chiffres et de popularité, Nicolas Kilner dira que son plus grand regret, c'est que la majorité des personnes aient connu la marque et surtout Brandon sous ce visage-là. Et vous savez quoi ? C'est mon grand regret également. Pour construire cette vidéo, j'ai dû passer plusieurs heures à regarder des interviews de Brandon, à lire des articles qui parlent de lui et ça m'a donné l'occasion d'en apprendre plus sur sa personnalité. Et ma conclusion est que cet homme est véritablement un génie, sans aucun doute le Steve Jobs de la cosmétique. Mais même pas parce qu'il a les meilleures idées,
mais parce qu'il a le courage d'aller au bout. La plupart des gens qui se lancent en cosmétique le font parce que, comme Brandon, ils voient des choses à changer. Mais très vite, ils finissent par se laisser aspirer dans un système et à faire les choses selon les codes de cette industrie. Oh, ce sont les sérums qui sont tendance en ce moment, je vais proposer des sérums. Oh, ce sont les crèmes hydratantes, je vais proposer des crèmes hydratantes. Mais quand on veut intégrer un marché aussi saturé, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est de faire comme tout le monde. Pourquoi faire ce qui est déjà là, mais surtout, pourquoi prendre exemple sur un système qui ne vous ressemble pas? Pourquoi copier un système que vous voulez changer? Combien de gens osent réellement aller au bout de leurs idées sans compromis sur ce que leur trip leur dicte? Et combien arrivent à dépasser la peur d'être unique? Alors c'est vrai qu'on aime les dramas, mais plutôt que de s'arrêter à la phase sombre de Brandon, pour laquelle on n'a pas toutes les réponses, pourquoi ne pas se poser la question de ce qu'il peut nous apprendre? The chemists that work in those labs all started with very good intentions. Except what happens is that you start doing your job and you want to be recognized for doing good work. And the way you're recognized is not the reaction of the consumer so much, but ultimately, or trying to develop the next molecule, but it's actually the reaction of what is the marketing team requiring. Now, a marketing team looks at trends, which is all history, because trend is not like the future, to establish what should be developed. So in a way, it just becomes this vicious circle of everyone has very good intentions, but nobody recognizes that it takes risk, it takes trial to ultimately just try to evolve the world a bit further.